C'est à plus de 3 milliards de dollars, donc près d'1,5 milliard permettront, j'allais dire, la construction de la route Conakry-Mamou-Dabola. Ce n'est là qu'un détail du paquet de réalisations annoncé par le ministre d'État à la présidence, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Toujours est-il que depuis cette annonce, certains Guinéens sont dans l'expectative, se demandant tantôt s'il fallait y croire, tantôt quelle serait la part réelle du peuple dans cette enveloppe, tantôt encore quelle serait la proportion des mines qui reviendraient à la Guinée. J'allais dire à la Chine. Des interrogations qui tirent leur origine, de nombreuses annonces similaires restées sans lendemain, mais aussi du déficit de confiance entre une partie de la population et ses dirigeants. Alors, à travers ce numéro de votre émission charnière, l'actu au scanner, on va tenter d'avoir la lecture de notre invité de cette affaire de 20 milliards de dollars. Homme politique, héritier du premier président de la République de Guinée, il est le leader du PDG RDA. Vous l'avez deviné, nous recevons ce matin au compte de l'actu au scanner, Monsieur Mohamed Touré. Bonjour Monsieur Touré. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de City FM, la 88.1, la radio qui émet de la crête de Koloma, premier crépité entre vos deux oreilles. L'actu au scanner, c'est parti sous la houlette technique de Fatoumata Baldé. Chers auditeurs, un numéro SMS à votre disposition pour vos suggestions et critiques, le 625 25 00 99. Animation de l'actu au scanner, Talibé Bari, l'enfant de Koumi. Merci et bienvenue à tous. Allez, sport. D'accord. On a un sport des partenaires là, et puis on rentre dans le vif du débat. Quels sont les partenaires? Non, les sites, quoi. On a des sites partenaires. Ah, ok. L'actu au scanner qui reçoit pour vous ce matin le leader du PDG RDA, Monsieur Mohamed Touré. Bonjour, Monsieur Touré. Oui, bonjour. Merci d'être venu dans cette émission. Oh, c'est à moi de vous remercier, M. Barry. Monsieur Mohamed Touré, quand on vous reçoit en tant que leader du PDG RDA, la première question qui nous vient à l'idée, c'est comment se porte le PDG RDA? Nous disons, grâce à Dieu, le PDG RDA se porte bien. Il se porte bien et il se porte de mieux en mieux. Nous venons de faire quelques petites tournées à l'intérieur et nous nous rendons bien compte que les populations guinéennes de plus en plus réclament les vertus de la gouvernance du PDG, réclament les principes qu'incarne le PDG. Et quand cela est le fait, nous ne pouvons qu'être très satisfaits d'avoir su attendre, d'avoir su être patient, et on se rend compte nettement qu'avec l'expérience et qu'avec tous les sentiers battus qui ont été à une période ou à une autre imposés au peuple de Guinée, arrive pratiquement à une fin de parcours, et le peuple de Guinée se rend très bien compte que son instrument, ce qui a fait de lui la grandeur et la fierté de l'Afrique à travers le monde, c'est bien le PDG. Et aujourd'hui, ce retour se manifeste en grand nombre et de façon de plus en plus importante. Donc nous sommes satisfaits de l'évolution de notre parti. Ces vertus auxquelles vous faites allusion renvoient à une certaine nostalgie des Guinéens par rapport au régime du PDG RDA. Est-ce que, en réalité, c'est le régime du PDG RDA dont on a envie, dont on a la nostalgie, ou parce que les Guinéens se trouvent un peu perdus au regard des difficultés auxquelles ils sont confrontés? Oui, bon, enfin, bref, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Justement, mais il est évident que... les Guinéens peuvent avoir une certaine nostalgie du PDG, mais est-ce que c'est forcément le retour d'intersystème qu'ils demandent, ou ils veulent
beaucoup plus une autre gouvernance que celle qui est servie depuis le départ du PDG RDA. Ouais. Le PDG RDA a eu une pratique, une gouvernance, une gestion de l'État qu'il a créé d'ailleurs. Le peuple de Guinée en a souvenance. Toutes les questions y étaient traitées. Les questions économiques liées aux mines, par exemple. Les questions économiques liées à l'industrialisation du pays. Les questions économiques liées à la monnaie nationale. Les questions d'emploi. Les questions de défense nationale. Les questions de sécurité. Les questions d'éducation. Toutes les questions fondamentales liées à la gestion de la société, la gestion de la nation, y ont été traitées. Après, il y a eu une autre réalité, un autre mode de gouvernance, qui s'est d'ailleurs manifesté sous une forme ou sous une autre. Parce que jusqu'à présent, pour nous, nous sommes encore dans les soubresauts de cet autre mode de gestion. Le peuple de Guinée n'est pas absurde. Si le peuple de Guinée a des tendances aujourd'hui, et ça c'est toute région confondue, toute ethnie confondue, s'ils ont aujourd'hui des tendances plus affermies et plus clairement définies par rapport au PDG, c'est parce qu'ils considèrent que la gestion qui a été faite sous le PDG est nettement meilleure et supérieure. Et c'est d'autant plus vrai que cette gestion s'est manifestée par un équilibre parfait de notre société. Sous le PDG, c'est très simple. Toutes les oppositions les plus véhémentes sont venues de l'extérieur. Parce que celles intérieures ont été neutralisées. Non, nous dirons certains. Oui, c'est-à-dire que celles intérieures étaient des effets de l'opposition extérieure. Mais la réalité, c'est que le peuple de Guinée, la société guinéenne en général, la nation guinéenne a défendu son régime. C'est pour ça qu'on a résisté. Si, comme on veut le prétendre, l'opposition était de l'extérieur et de l'intérieur, mais le régime n'aurait pas fait 2 jours de survie. Cela est indéniable. Non, ce n'est pas évident. Parce que quand vous prenez le régime actuel, il en est après de Alpha Condé, il en est après de 8 ans de gestion. Oui. Il a été confronté à une opposition, et c'est encore le cas. À quelle opposition? À l'opposition politique, je veux dire. Interne. Mais pas l'externe. Oui, l'opposition à l'externe, il n'a aucun problème. Au contraire. Ce régime est adulé à l'extérieur. Donc, de toutes les façons, il y a un point de support. C'est contrastant. Et à l'intérieur, et attention, à l'intérieur, le régime actuel a bénéficié d'un soutien systématique de la majorité de la population. C'est pour ça que le PDG est de la mouvance, bien que nous définissions comme étant de la mouvance critique. Mais la majorité des Guinéens a supporté le régime parce que, portant l'espoir d'un changement véritable. Aujourd'hui, vous parlez des premières heures du régime ou bien les premières heures, c'est jusqu'à quand? Il y a eu un premier mandat, il y a eu un second mandat. Donc le président de la République a été porté encore par le peuple de Guinée lors du second mandat. Parce que on a considéré que la première mandature était une période de grâce qu'on lui a accordée. 5 ans de grâce? Mais pourquoi pas? Dans la vie d'un peuple, 5 ans, ça représente... Mais dans le mandat d'un président, c'est le premier, et puis suit un second, et dernier. Oui, d'accord. Non. De quoi on parle? Il faut savoir de quoi on parle. Vous faites un parallèle entre... Non, je dis que la première fois, il a eu un mandat de 5 ans qu'il a porté. Et la deuxième fois, il a bénéficié encore de la confiance du peuple de Guinée pour un deuxième mandat. D'accord. C'est une réalité. Donc, dire
qu'il n'est pas soutenu à l'intérieur ou qu'il n'a pas été soutenu à l'intérieur jusqu'à maintenant, c'est une aberration. Donc il a été, il a eu le soutien, il a eu les soutiens des deux, et de l'extérieur, qu'il continue à avoir d'ailleurs, et de l'intérieur. Donc je ne vois pas pourquoi on ferait des émules par rapport à une situation qui est claire. D'accord. Chers auditeurs, je rappelle que vous suivez l'actu au scanner qui reçoit pour vous ce matin Monsieur Mohamed Touré, il est le président du parti PDG RDA. Monsieur Touré, en parlant du PDG RDA, dont vous avez vanté les vertus, on vous a écouté lors de la fête de Tabaski que vous avez passé à Farana. On vous a écouté tenir des propos qui ont dénoncé un certain nombre de tares de la société guinéenne. Je vais lire une ou deux phrases des propos que vous avez tenus. Vous dites ceci: nous devons cesser de mentir, nous mentons trop, et ceux qui mentent sont ceux censés être ceux-là qui ne doivent pas mentir. À quoi faites-vous allusion dans ces propos? Dans ces propos, nous faisons allusion à tous ceux qui sont, dans notre société, les garants de la morale. Quand les garants de la morale sont les premiers à enfreindre à cette morale sociale, en pratiquant le mensonge, en pratiquant le vol, la société est en danger. Et il est évident aujourd'hui que la plupart des gouvernants, et ceci, je ne dis pas simplement la mouvance au pouvoir, parce que, à mon sens, tous les politiques sont quelque part impliqués dans la gouvernance. Qu'ils contestent. Parce qu'ils ont été anciens ministres. Oui, non seulement parce qu'ils ont ce passé de gestion, mais aussi parce qu'ils sont là et ils contestent, ils opposent, ils participent à la vie, à la vie politique du pays. Quand la plupart de ceux-ci, et les principaux, font du mensonge un exercice privilégié, afin de s'assurer des avantages politiques, au point où aujourd'hui les populations vous disent « Ah, lui, il fait de la politique ». C'est-à-dire, quand on dit « lui, il fait de la politique », ça veut dire qu'il est en train de vous blaguer. Ce qu'il dit, ça ne correspond pas nécessairement à ce qu'il pense. Donc, c'est-à-dire que la pratique politique est assimilée à l'exercice du mensonge. Quand on en arrive là, c'est un problème sérieux. Parce que je ne pense pas que la politique soit nécessairement, et d'ailleurs, elle ne doit en aucun cas être le mensonge. Il faut pratiquer la vertu de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. C'est ce que je dénonce. Et je le dénonce par rapport à une réalité que nous connaissons. Mais dans ces propos, on découvre que vous liez le goût du mensonge à celui du vol. Parce que vous dites encore plus loin, tout le monde vole, c'est devenu une pratique nationale. Je ne parle pas des petits voleurs qui prennent des motos, des petits sacs de riz. Je parle de ceux qui volent la nation, qui pillent aujourd'hui la nation. Il faut que cela s'arrête. N'est-ce pas vrai? Je ne fais que dire haut ce que tout le monde sait et dit bas. Mais regardez comment ça se passe, les pratiques qu'il y a. Aujourd'hui, il y a tellement de vols qu'il y a un nouveau mode de répartition des revenus. Expliquez. Aujourd'hui, vous voyez, dès que quelqu'un est nommé ministre,
automatiquement, toute sa tribu vient. D'abord, il y a le salam alek introductif. Ah, vous êtes le fils de telle contrée, vous êtes, etc., etc. Et ensuite, on compte sur lui pour bâtir une mosquée, 2 mosquées, etc. On compte sur lui pour faire des sacrifices, pour faire des, etc. Donc, tout ça, c'est des retours de revenus vers la communauté. Mais ce n'est pas une répartition orthodoxe des revenus. Tout est faux. Parce que le ministre, on le sait aussi, a un revenu qui ne lui permet même pas de vivre décemment pendant le mois. Ça, on le sait. Mais ce retour de revenus vers la communauté n'est-il pas encouragé, entretenu et prôné par la gouvernance actuelle? Parce que on nous dit par exemple que le président, la présidence de l'Assemblée revient à la basculer, mais c'est ce que nous dénonçons, justement. C'est ce que nous dénonçons. Nous dénonçons ce fractionnement, nous dénonçons ces pratiques qui encouragent, n'est-ce pas, l'éclatement de la nation, quelque part. C'est toutes ces pratiques de détournement, de deniers. Vous voyez, c'est dans le pays où vous voyez qu'un contrat qui est signé, on le sait, on le surfacture. Le contrat vaut 100, on le surfacture et on décaisse 300. Quand on a la chance, 100 vont dans le contrat et 200 sont répartis. Et il y a une clé de répartition et il y a même un qui est désigné qui assure la répartition de ces revenus trichés, volés. C'est une réalité. Cette réalité-là, tout le monde la connaît. Mais, M. Gomet, vous êtes un allié du parti au pouvoir. Est-ce que cette réalité que vous décrivez si bien, dont vous êtes si bien informé, est-ce que vous l'abordez avec le président Alpha Condé? Je l'aborde avec le président Alpha Condé par vous interposé. Je l'aborde avec le peuple de Guinée. Mon serment, ce n'est pas par rapport au président Alpha Condé. Mais vous êtes son allié, vous êtes censé le rencontrer par moment. Vous êtes censé le rencontrer par moment. Je suis censé Il est censé vous consulter peut-être. Même. Je vais vous dire ce qu'il est. Le PDG vis-à-vis du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, a fait et continue de faire l'effort pour rationaliser les relations. Pour faire en sorte que des échanges fructueux et porteurs pour la nation se fassent entre eux et nous. C'est notre devoir, c'est notre engagement premier et nous ne savons pas tricher avec nos propres engagements. Est-ce que vous êtes écouté? Est-ce qu'on prête attention Le peuple de Guinée prête attention à ce que nous disons. C'est pour ça que nous venons par vos médias et nous déclarons ce que nous déclarons. Ça nous suffit. C'est le peuple qui est le référentiel. Ce n'est aucun individu, ce n'est aucun petit groupe d'individus. Ce que nous disons, nous le disons pour que la nation entière l'entende. C'est une vision que nous avons, nous, au PDG, et cette vision, nous voulons la partager afin que le peuple de Guinée reconnaisse en nous les capacités de leadership et de gestion que nous avons, afin que la nation, justement, sorte des tourmentes dans lesquelles on la met sans arrêt. Chers auditeurs, je rappelle que vous suivez l'actu Scanner qui reçoit pour vous ce matin Monsieur Mohamed Touré, il est le président du parti PDG. Je suis le secrétaire général. Là, j'allais dire le PDG. secrétaire général Voilà. du PDG. Nous n'avons pas de président. D'accord, il est le secrétaire général du parti PDG RDA, donc fils du feu, le président Ahmed Sékou Touré. Alors, Monsieur Touré, quand on parle souvent du PDG, certains préfèrent remuer le couteau dans la plaie pour parler du Cambaro, parler d'autres exactions. Et est-ce que, quand on vous pose souvent des questions sur le passif du régime Sékou Touré en termes de droits de l'homme, est-ce que vous pensez qu'on vous en demande trop parce que vous n'êtes pas quand même celui qui gérait le pays pendant 26 ans? Pas vous, je vais dire Mohamed Touré.
Ouais, d'abord, il faut assumer le dédoublement. Mohamed Touré n'est pas celui qui a assumé la gestion, mais Mohamed Touré est le secrétaire général du Parti démocratique de Guinée, qui assume une continuation dans sa gestion et dans son approche historique. On pose le problème comme si le PDG avait, par méchanceté ou par esprit de, je sais pas moi, de faire du tort gratuitement à certaines personnes, eu l'expérience qu'elle a eue. Mais c'est le peuple de Guinée qui a connu une expérience. Et c'était une expérience de guerre d'indépendance. Nous avons subi cette guerre d'indépendance. Et la nation guinéenne s'est défendue. On a subi cette guerre d'indépendance après pourtant avoir obtenu cette indépendance le 2 octobre 1958. Exactement. Pour vous donc, si certains ont subi une guerre pour aller à l'indépendance, nous avons d'abord eu l'indépendance et puis avons été exposés à une guerre. Absolument. Expliquez. Mais cela va sans dire. Nous avons opté pour une indépendance totale. Jusqu'aujourd'hui, l'Afrique est sujette à son intégration à un système de dépendance. On ne peut pas supporter que l'Afrique se libère. Pourquoi? Parce que les potentialités fabuleuses et les richesses minérales incommensurables, agricoles, forestières, halieutiques, etc., que l'Afrique contient, doivent servir, comme ça a toujours été le cas, le profit de sociétés qui sont déjà établies, généralement, sociétés occidentales, qui ont créé et qui entretiennent jusqu'à présent ces rapports de dépendance sous une forme ou une autre. Alors qu'une nation, dans ce contexte, se lève et s'affranchisse réellement, qui entraîne ensuite l'affranchissement de toutes les autres nations africaines. Par effet de contagion. En tout cas, qui entraîne. D'accord. Qui entraîne, donc, qui casse ce système de domination sous la forme dans laquelle elle était, est sujet à une opposition farouche et violente. C'est de ça, c'est de cette guerre qu'il est question. Quand nous avons pris l'indépendance, la Guinée, nous l'avons clamée. La Guinée ne sera indépendante que lorsque toute l'Afrique sera indépendante. Mais nous ne l'avons pas clamée seulement, nous l'avons intégrée dans nos faits quotidiens. Tous les mouvements de libération en Afrique, que ce soit à l'Afrique occidentale, de toutes les façons, de fait, l'indépendance a été octroyée à tous les pays d'Afrique francophone, parce que la Guinée a résisté. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, il fallait donner l'indépendance, parce que ça sonnait faux. Mais les pays lusophones en Afrique, comment ils ont obtenu leur indépendance? Vous connaissez quel a été le concours de la Guinée, quel a été le concours du PDG, du peuple de Guinée à travers le PDG? Du point de vue diplomatique, du point de vue politique, du point de vue militaire, du point de vue financier. Et après leur indépendance, l'implication de la Guinée en envoyant des coopérants guinéens, parce que déjà après l'indépendance, nous avions pu créer des cadres, former des cadres, jusqu'à en exporter, pour former les États au Mozambique, en Guinée-Bissau, en Mauritanie, en Angola, etc., etc. D'accord, M. Touré, je vais devoir vous... Alors donc, cette guerre-là a été opposée au régime du PDG. D'accord.
Et en réaction à cette guerre, vous parlez de Boireau, vous parlez de... Il fallait bien qu'on se défende. D'accord. Ou alors vous auriez préféré qu'on tende le cou et qu'on nous égorge. On va y revenir après la pause publicitaire parce que... Il n'y a pas de problème, je suis à votre service. Les récents propos du président Alpha Condé mettant à l'index la France, Senghor et Houphouët-Boigny renvoient certainement à cette... Je suis à votre service. Chers auditeurs, on se retrouve juste après l'écran publicitaire. L'actu au scanner qui reçoit pour vous ce matin Monsieur Mohamed Touré, secrétaire général du PDG RDA, donc fils de feu, le président Ahmed Sékou Touré. On avait bien évidemment amorcé le sujet concernant ce que beaucoup présentent comme le passif du régime, du premier régime guinéen en termes des droits de l'homme. Alors, Monsieur Touré, vous étiez en train de dire que s'il y a eu le Camboro et d'autres actes que vos adversaires qualifient de violation des droits de l'homme, c'est parce que vous étiez soumis, le régime notamment du président Sékou Touré, soumis à une guerre qui lui livrait l'extérieur au regard des conditions dans lesquelles la Guinée a obtenu son indépendance, et que donc vous étiez, le régime d'alors était un peu en situation de légitime défense. Légitime défense, bon, oui, certainement. C'est-à-dire que, de toutes les façons, le thème des droits de l'homme a été traité par le PDG, par le stratège, le président Ahmed Sékou Touré, lors d'un colloque international qui a été convoqué à l'époque, dans les années, milieu des années 70, pour traiter cette question et d'autres. Et il a été établi lors de cette rencontre, qui a regroupé des sommités du monde entier, qu'en réalité, le droit de l'homme est une réalité, mais qui est subordonnée et sujette aux droits du peuple, qui contient l'homme, l'homme en tant qu'être social. Donc, cette notion même du droit de l'homme, nous l'avons approchée différemment. Et la preuve, c'est que la déclaration de l'Union africaine, la déclaration de l'OUA sur les droits de l'homme, porte la dénomination de déclaration des droits du peuple et des droits de l'homme. Ceci est la démarche et la logique qui a permis de faire aboutir aux Nations Unies une comment ils appellent les décisions qu'ils prennent, une résolution sur l'autodétermination des peuples, qu'a soutenu, qu'a présenté et qu'a soutenu la Guinée, le PDG. Donc, de ce point de vue, même sur le plan théorique, le PDG avait fait des avancées sérieuses. Le peuple de Guinée a fait donc conséquemment par rapport à son parti d'avant-garde ces avancées sérieuses. Le problème que nous avons en Guinée, c'est que nous avons le don de nous nier nous-mêmes. Est-ce que quand vous rappelez la ligne qu'a défendue le président Ahmed Sékou Touré, et dont vous dites que les Nations Unies en ont fait une résolution, c'est-à-dire les droits de l'homme et du peuple, est-ce que ça veut dire que au nom de la défense du peuple, on devait écraser les individus ou les droits, écraser alors les droits des individus? Non. Parce que ce sont ces individus qui font le peuple. On écrase les droits de quel individu? Vous êtes en train de parler de situations singulières. Il y a eu des Guinéens, mais on est des masses de Guinéens. Mais il y a eu des Guinéens singuliers qui ont versé dans des activités de subversion et de sabotage. Des Guinéens singuliers, mais pas des moindres. Oui, mais pas des moindres. Ils sont plus que le peuple de Guinée. Non, pas du tout. Ils sont plus mais que la. Ils sont plus que la. Solidaires de ces Guinéens. Mais il n'y a pas de problème, c'est normal. Nous ne nions pas ça. Nous ne nions pas ça. Et nous reconnaissons même la peine que tout le monde subit.
Je le dis souvent. Personnellement, j'ai fait 4 ans de prison avec ma mère. Personnellement, j'ai des oncles, des cousins qui sont morts en prison simplement parce qu'ils étaient liés biologiquement au président Ahmed Sékou Touré. Vous croyez que je ne souffre pas de ça? Vous croyez que je ne comprends pas donc que les autres souffrent de la perte qu'ils ont eue dans leurs familles respectives? Surtout que ces familles, quelque part, je vous le dis, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez, mais sont liées. Beaucoup de ces familles sont liées à la mienne, ou par amitié, ou directement par lien de mariage, ou par lien historique. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire la sensibilité humaine. Nous ne voulons pas la remettre en cause. Nous ne pouvons pas et nous ne devons même pas la remettre en cause. Mais la logique historique s'impose à nous. Il faut qu'on la dise. Il faut qu'on la dise. Est-ce que c'est dans cette logique historique que le président Alpha Condé, qui était en Chine, comme on l'a fait souvent sous le premier régime, comme l'a fait le président Lansana Conté lui-même, est-ce que c'est dans la même logique que le président Alpha Condé aujourd'hui explique le retard économique que connaît la Guinée par le fait de la France et en complicité avec 2 chefs d'État africains de fin, Léopold Sédar Senghor et Houphouët-Boigny. Est-ce que vous comprenez que le président Alpha Condé invoque également la France pour expliquer le retard actuel de la Guinée, le retard économique? Ça a beau me faire plaisir qu'on le dise, quelque part, parce que ça justifie, quelque part, un retard relatif. Mais je suis au regret de vous dire que cela n'est pas vrai. On ne serait indéfiniment non, ce n'est même pas une question d'indéfinité ou pas. C'est pas vrai. D'abord, il est évident que la France, une certaine France, celle de De Gaulle, en tout cas une certaine France, se soit opposée à la Guinée. Il est indéniable que ses représentants en Afrique, il y en a encore d'ailleurs, peut-être même ici en Guinée, mais enfin, ses représentants en Afrique, à l'époque, se soient opposés à la volonté de souveraineté et d'indépendance affichée par le peuple de Guinée. Bon, que cela ait créé les problèmes dont on évoquait. Par exemple, qu'Alpha Condé dont on parle, il avait été condamné par contumace sous le régime Sékou Touré. Oui, mais pourquoi Moi, je ne sais pas. Je l'ai déjà dit ici. Après l'agression du 22 novembre, l'un des coupables de l'agression, qui est Porthos, qui a été pris dans la 5e colonne, mais qui vit encore, a dénoncé du célèbre livre La vérité des ministres, a dénoncé le président Alpha Condé. Il vit, le président vit. Donc, ce n'est pas à nous de définir ça, de dire ce qui s'est passé. Ceci dit, quand on a évolué dans les relations, en 1975 déjà, les relations entre la Guinée et la France se sont amendées et ont été soldées. Et nous avions une coopération parfaite et intense avec la France. Plus tard, les relations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Sénégal ont été aussi soldées. Alors, pourquoi on va revenir sur ça? Alors que depuis 1975, ceci dit, non seulement depuis 1975, ces relations ont été aménagées, normalisées, mais en 1984, quand le PDG perdait le pouvoir, mais la Guinée n'était pas un parent pauvre en Afrique. La Guinée avait plus d'une trentaine, 35 et plus,
unité industrielle répartie dans tout le pays et qui était nationale, c'est-à-dire qui était la propriété des Guinéens. Ailleurs, il n'y en avait pas dans les autres pays. Même quand il y avait quelques unités industrielles, elles n'appartenaient pas ni aux Ivoiriens, ni aux Sénégalais à l'époque. La Guinée avait des cadres supérieurs, formés jusqu'à ce qu'on en exporte. Je vous ai dit tantôt qu'il y a eu des coopérants guinéens qui ont été formés, les États nouvellement créés, au Mozambique, en Angola, en Guinée-Bissau, etc., partout où il y a eu des indépendants, aux Seychelles, entre autres, en Mauritanie. Est-ce que, M. Touré, écoutez, d'accord, parce que vous aviez une compagnie nationale Air Guinée qui avait une flotte conséquente qui desservait toutes les préfectures ou toutes les régions en tout cas de la Guinée, qui desservait des aéroports internationaux. Je parlais du mois de carême, le pèlerinage la dernière fois. Les pèlerins guinéens quittaient des centres régionaux, Kankan, Labé, Farana, Conakry, Zérekori, directement pour les lieux saints et revenaient directement chez eux, sans même faire le transit de Conakry. Vous voulez dire que ça c'est un retard? Non. Ce qui a retardé la Guinée, c'est le refus de constater ceci, le refus de prendre tous ces acquis en compte, de capitaliser et le rejet systématique de tout ça. Voilà ce qui nous a retardés. Et par rapport à ça, je suis au regret de le dire, ceux qui étaient dans l'opposition contre le PDG à l'extérieur sont venus, mais bien sûr, sont venus renforcer et même diriger quelque peu les efforts des militaires aux premières heures. Chers auditeurs, je rappelle que vous suivez l'actu au scanner qui reçoit pour vous ce matin le secrétaire général du PDG-RDA, M. Mohamed Touré, fils de feu, le président Ahmed Sékou Touré. M. Touré, vous avez, dans un des passages de vos propos, fait allusion aux richesses minières et les richesses minérales de la Guinée et qui étaient objet de convoitise de plusieurs pays occidentaux avec la France en tête. Alors, j'ai pas dit ça. Oui, bon, non, je vous le passe. Non, oui, bien sûr. Je vous le passe. C'était une colonie, la Guinée était une colonie. Oui, d'accord. Mais... On sait que la France comptait beaucoup sur la Guinée pour, disons, ses ressources minières. Alors, on vient d'apprendre depuis la Chine où séjourne le président Alpha Condé, ou on va dire où séjournait Alpha Condé, le président Alpha Condé, en tout cas jusqu'à avant-hier mardi, on a appris la signature d'un accord cadre d'investissement entre l'État guinéen et la Chine qui s'élève à 20 milliards de dollars, ouvrons bien les oreilles, 20 milliards de dollars américains sur 20 ans. Donc dans l'intervalle 2017-2036. Est-ce que vous y avez cru avant d'entrer un peu dans les détails de cette annonce? Bon, je ne vois pas de raison de ne pas y croire. Ceux qui sont les signataires de l'accord, en tout cas les partenaires que sont l'État, qui est l'État chinois, est un État crédible et solvable. On le sait. Le monde entier le sait. Donc 20 milliards de dollars pour 20 ans, ils peuvent le donner. Ça, c'est certain. Donc, de ce point de vue, aucun problème. Aucun problème. Le problème que nous avons, c'est que le peuple de Guinée n'a pas été suffisamment informé avant la signature de cet accord, mais cela peut arriver. Le gouvernement a quand même un pouvoir discrétionnaire dans ce genre d'opération. Mais faut-il qu'après, l'accord cadre lui-même soit mieux étayé, qu'il donne plus de détails.
Parce que comme je rappelais, vous avez évoqué les richesses dont dispose la Guinée, on nous apprend que cet accord, ces 20 milliards de dollars, vont être sous la forme de troc. Troqués contre les mines. Mine contre donc infrastructure. C'est ce qui est dit globalement. Et c'est pour ça que je suis intéressé par les détails. Il faut que je sache. Parce que le diable est dans le détail. Il faut que je sache comment est-ce que cela va être fait. Ce n'est pas mauvais. Le troc, c'est un mode d'échange. Sous le PDG, nous l'avons fait. Nous l'avons pratiqué plusieurs fois. D'ailleurs, un office de bauxite a été créé spécifiquement pour répondre à ces questions. Non, c'était l'OBK, l'Office des bauxites de Kindia. C'était justement pour répondre à ces questions d'échange, puisque les pays de l'Est, généralement sous la houlette de l'Union soviétique, avaient fait beaucoup de prêts à la Guinée, et on s'était arrangé, mais en créant un office guinéen. Et c'est l'office guinéen qui gérait donc la masse des échanges là et savait quelle était la quantité en fonction de la teneur de notre minerai qui était échangé contre les biens et services qu'on recevait de nos partenaires. Donc c'est une possibilité. Le problème, ce n'est pas le fait que ce soit une possibilité qui soit le problème. Le problème, c'est les détails dans la possibilité, dans ce qui se fait. Mais pourquoi vous vous posez des questions sur les Deuxième, détails? mais parce que nous avons déjà une expérience. Empiriquement, nous avons subi. Et c'est les mêmes hommes qui ont fait les mêmes négociations avant qui ont pratiquement Léser l'État guinéen, assuré la perte de la Guinée. Qui encore font les mêmes négociations. Alors, il y a de quoi se poser des questions. On prend les mêmes on sait très bien qu'à une époque, quand l'OFAB a été supprimé au profit de l'ANEM, on sait comment les négociations ont été faites. On sait qu'il y a un ministre des Mines ici qui s'est fait tellement de sous qu'il a préféré aller se couler douce. C'est la coulée douce. C'est la coulée douce à Londres. Et on sait comment ça s'est passé. On sait qu'il y a des gens qui ont été en exil parce qu'ils avaient créé des problèmes ici. On le sait. Les oreilles de Kassory Fofana pourraient siffler parce que c'est lui qui a annoncé la réalité, cet accord. C'est lui qui a annoncé cet accord et c'est lui qui dit avoir conduit les négociations. Et dans ces conditions, et on sait qu'il a été ministre sous Lansana Conté. Dans ces conditions, nous devons demander au ministre d'État, M. Kassory Fofana, de faire l'effort de nous donner un peu plus de détails. Pas tant sur l'utilisation des fonds. Et d'ailleurs, même l'utilisation des fonds, nous devons le savoir. Parce que est-ce que c'est des sociétés chinoises qui vont venir? Est-ce que ces fonds seront gérés directement par eux? Est-ce que ces décaissements seront faits directement à la Guinée qui choisira par appel d'offres des sociétés qui vont faire les projets, etc. Tout ça, c'est des questions auxquelles nous n'avons pas de réponse encore. Mais ça, je passe ça. Le problème, c'est comment est-ce que nous allons rembourser. Ces détails-là ne sont pas clairs, ces détails-là on a dit que c'est mine contre infrastructure. Peut-être la question, c'est de savoir quelle proportion de mines la Chine, à quelle proportion de mines la Chine aura-t-elle droit en mettant sur la table 20 milliards de dollars. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça je vous ai déjà dit que le troc est une pratique d'échange qui est licite, qui est normale, qui peut se faire. Que nous avons pratiqué. Nous avons pratiqué. Mais si vous doutez un peu de la moralité de certains au regard de leur passé qui ont été associés à cette négociation, vous devez peut-être croire quand même dans la volonté et dans l'esprit de transparence du président Alpha Condé. Je n'en sais rien. Je n'en sais plus rien. J'ai cru. Au départ, j'ai vraiment cru. Mais vous n'y croyez plus. Non, vraiment, j'ai des difficultés. C'est pour ça que je demande un peu plus de détails. J'ai des difficultés à croire d'emblée. Parce que j'ai été floué à plus d'une fois. Donc, je veux savoir. Quand vous dites que vous avez été floué à plus d'une fois, j'ai été, c'est-à-dire le peuple de Guinée. Oui, bien sûr. Certains préfèrent ne pas y croire parce que
il y a eu des annonces aussi retentissantes que celle-ci. C'est par exemple l'accord que l'État guinéen avait signé avec Rio Tinto, dont on avait dit donc, que cette société anglo-australienne allait investir 20 milliards de dollars dans la mine de Simandou. Et après, on n'y a encore rien vu. Et il était prévu que, notamment, ce projet prenne corps à partir de 2018. On a annoncé finalement que Rio Tinto se retirait. Il y a eu 700 millions de dollars obtenus à travers toujours Rio Tinto, dont on ne sait pas quel est l'usage réel qui en a été fait. Est-ce que tous ces éléments-là fondent le doute dans lequel vous vous enfermez aujourd'hui? Vous citez tous les faits. Nous avons vu ça. Nous avons vu aussi les 5 milliards que Moubadala avait promis ici, avec à la clé une usine, alors que cela vient d'un projet qui date de très longtemps. Le projet Aïkoui, que le régime du PDG avait envisagé pour créer une usine de transformation de bauxite en alumine sur les mines déjà exploitées, c'est-à-dire les restes des mines de bauxite, des mines exportées, exploitées, devaient servir à être transformés en alumine. C'était un projet bien pensé et les financements étaient pratiquement très avancés avec justement Dubaï, je crois, qui était le partenaire principal. Dubaï a attendu et finalement s'est résolu à faire sa propre raffinerie chez lui. Alors, expliquez-moi comment est-ce que Dubaï a fait sa raffinerie chez lui déjà, à moins que le marché soit exponentiel, le marché de l'alumine soit exponentiel. Dans ces conditions, on crée une autre raffinerie ici, sans quoi, dès le départ, on s'est bien rendu compte que c'était un éléphant blanc. Donc, on ne peut pas faire de gestion à coup d'annonce. Parce que, politiquement, on a besoin de dire quelque chose pour se faire plaire, et on dit, et après, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de conséquences. Ce qui fait qu'avec la partie chinoise, nous sommes plus rassurés, c'est que les Chinois, généralement, ils suivent le cours de leurs engagements. Mais le problème, c'est que, comme les autorités de Dubaï, avec Aïkoui, et ce que c'est devenu après, parce qu'il y a eu plusieurs formes de sociétés après, ils ont attendu, mais finalement, ils ont dû se résoudre à passer outre pour avoir leur raffinerie d'alumine. Chers auditeurs, je rappelle que vous suivez l'Actu Scanner qui reçoit pour vous ce matin. Si avec les Chinois, Touré, on fait la même chose, on rentre dans cette gouvernance tordue qu'on connaît, c'est clair que la gouvernance ici, aujourd'hui, elle est mauvaise. Est-ce que de manière évident, la politique minière, depuis que le président Alpha Condé est là, parce que quand Alpha a été élu en 2010, il a fait du développement du secteur minier son principal cheval de bataille. Est-ce que vous êtes plus généralement satisfait de la gestion du secteur minier guinéen? Bon, relativement pas. Vous savez, on a un cas d'école. Quand vous prenez la CBG, vous voyez comment les négociations pour aboutir à ce que la CBG a été ont été menées. Comment les négociations ont été menées, comment est-ce que les intérêts ont été négociés de part et d'autre. Il est difficile de voir aujourd'hui une entité minière quelconque qui égale. Deuxièmement, il est facile de faire passer les mines comme un patrimoine, c'est-à-dire avoir une gestion patrimoniale. C'est quelque chose que Dieu nous a accordé, ça nous appartient. C'est vrai qu'on n'a pas les financements, c'est vrai qu'on n'a pas le know-how, mais de toutes les façons, know-how et financement sans les réserves, ça sert à quoi? Donc les deux se tiennent. Et il faut être conscient de ça. Et cesser de rentrer dans ce genre de société qu'on crée aujourd'hui à participation
et à partir desquels on donne 15% à la partie guinéenne, en leur disant, moi, si vous voulez acheter le reste, vous achetez le reste, mais nous avons le droit systématique sur tout ce que nous acquérons. Je crois que c'est une attitude qu'on doit réviser, et si on la révise adéquatement, les partenaires ne verront aucun problème, puisque leurs intérêts ne seront pas remis en cause fondamentalement. Donc, il y a beaucoup à faire, et nous ne sommes pas tout à fait certains que tous les efforts soient menés afin que la gestion de nos mines, la gestion de notre économie minière soit, en tout cas, la plus optimale. Chers auditeurs, je rappelle que vous suivez l'Actu Scanner qui reçoit pour vous ce matin Monsieur Mohamed Touré, il est le secrétaire général du PDG-RDA. On va aborder un dernier sujet avant de fermer porte et fenêtre de cette émission. C'est bien évidemment les élections communales qui auraient dû se tenir depuis 2010 et qu'on attend encore. Et malheureusement, il n'y a pas actuellement de lisibilité sur la date de la tenue de ces élections communales. La CENI qui nous a soumis à ces soubresauts pendant près de 2 mois autour de la présidence de l'institution, vient de nous annoncer qu'elle est confrontée à un obstacle financier parce qu'elle a besoin de 337 milliards de francs guinéens, là où l'État ne pourrait mettre à disposition que seulement 100 milliards. Est-ce que pour vous, il y a une volonté réelle de faire ces élections? Il y a longtemps que nous avons dit qu'il n'y a pas de volonté de faire des élections à la base. Tout prouve qu'il n'y a aucune volonté. Même l'accord qui viennent de signer, qui a permis de modifier le code électoral, est une preuve majeure que les formations politiques d'aujourd'hui, en tout cas qui comptent, parce que c'est elles qui font passer les lois, ne sont pas enclines à faire assumer la responsabilité aux populations, aux citoyens, directement, de la gestion de leur État. Cela est allusion au point 2 de l'accord politique. Cela est évident que nous avons dénoncé et que nous continuerons à dénoncer toujours parce qu'il fait un recul depuis 1957. En Guinée, on a voté pour nos représentants à la base. 57. Même s'il y a eu un coup d'arrêt. Quand Oui, avec des gestions. Qu'est-ce que vous voulez d'exception? Quand c'est les militaires qui sont au pouvoir, c'est l'exception. Ils font ce qu'ils veulent, etc. etc. Mais aujourd'hui, nous sommes censés revenir en État démocratique et je ne pense pas qu'en supprimant ce fait de permettre aux gens de voter et que ça c'est une avancée. Les responsables des districts de quartier. Oui, mais on le faisait avant, ça c'était les colons qui faisaient ça. Les colons désignaient ces chefs de canton. Alors on revient à cette période-là. Après, depuis 1957, je vous dis que ça a changé. C'est ce qui a permis d'ailleurs le vote massif non et le maintien du non de la Guinée. C'est parce que, justement, à la base, la démocratisation avait été faite. Donc les populations ont pris leur destin en main. Pourquoi on va leur interdire de faire ça en 2017? Donc, la volonté est manifeste qu'il n'y ait pas ces élections-là. Le contrôle à la base n'est pas le même que le contrôle quand il y a des élections présidentielles. Quand il y a des élections présidentielles, tout le monde s'engouffre, c'est rapide, c'est facile, parce que de toutes les façons, bon, on gère ça et puis bon, on peut manipuler, on peut, etc. Mais quand c'est à la base, le problème devient plus complexe. C'est beaucoup plus difficile. Alors, maintenant, on accuse des prétextes, on trouve des prétextes. On dit que le financement est trop fort. Le financement de quoi? Un vote. On dit qu'il faut des huissiers de justice ou etc., des professionnels. Mais il y a des hommes de valeur, il y a des hommes dignes de confiance que les populations dans chaque village et dans chaque quartier connaissent et peuvent identifier. Ceux-ci ne peuvent pas servir pour clarifier une situation de vote. On interdit aujourd'hui les candidatures indépendantes pour revenir à la structure de confiner tout par parti politique, par parti politique, par parti politique. Alors qu'on connaît aujourd'hui quelle est la nature, la crédibilité de ces partis politiques au sein des masses. Ils y adhèrent, ils sont obligés d'y adhérer parce qu'il faut être quelque part.
On vient leur dire, ah, si vous allez là-bas, vous savez, là-bas, là, c'est chez les Peuls, ça. Hein. Ah, si vous allez là-bas et qu'eux, ils prennent le pouvoir ici, vous êtes morts. On va vous jeter à la mer. On va dire aux Malinké, ah, vous savez, les Peuls, ils n'ont jamais aimé les Malinké, etc. Des sordettes. Parce que le leadership politique aujourd'hui n'a pas de vision nationale. Il se cantonne au village, il se cantonne à la famille, il se cantonne à l'ethnie, il se cantonne à la région. Est-ce que cela n'est pas un drame dans une nation fière comme la Guinée, où en 84, le premier responsable de politique d'une préfecture était élu pas par son origine, pas par la langue qu'il parlait, mais par son degré d'utilité sociale. Les cas n'en finissent pas, on peut les citer. Et c'est d'ailleurs parce que le PDG a su créer et façonner la nation comme on est, qu'aujourd'hui encore, les ressorts la tiennent. Mais jusqu'à quand? Avec tous ces assauts-là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et le PDG est déterminé à communiquer suffisamment avec le peuple de Guinée pour qu'il sache que c'est ensemble qu'on peut être grand, comme on l'a été dans le passé. Et qu'on cesse de nous dire tel est Peul, tel est truc, etc., etc. Je suis français. Et alors? Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est, disons, le mot de la fin de Monsieur Mohamed Touré. Il est le secrétaire général du PDG RDA. Fils de feu, le président Ahmed Sékou Touré. Monsieur Touré, c'est votre première fois de passer chez nous ici à City FM. On a été ravis de vous recevoir. Ah, c'est moi qui suis content d'avoir pu m'exprimer au nom des militantes et des militants de mon parti, le PDG RDA. Il y avait ici à la technique Fatoumata Baldé et au micro pour la présentation de cette émission. Votre compagnon de tous les matins, donc du lundi au vendredi à partir de 10h, Talibé Bari, l'enfant de Koumi. Vous pouvez suivre la rediffusion de cette émission à partir de 21h30 sur City FM. Bien à vous en compagnie de la plus citoyenne des radios de Guinée. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Portez-vous